Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lisage ce livre. Donc c'est la deuxième partie du point lecture d'août. Donc ceux qui ont vu le point lecture BD, ils se disent « Ah ouais, c'est quand même beaucoup plus léger. » C'est plus léger. Vous voyez, c'est lourd, mais c'est plus léger. Voilà. Alors, bienvenue encore aux nouveaux abonnés. Je vous remercie d'être passé sur la chaîne et d'y être resté. Merci pour vos petits mots. Je le redis parce que ceux qui n'ont vu BD, qui ne les intéressent pas, ils ne sont pas restés. Hein, voilà. Mais je trouvais que mon point lecture d'août était quand même assez, on va dire, assez gros. Voilà, quand j'ai vu l'ampleur de la bête, ce que j'ai dit hier, quand j'ai vu l'ampleur de la bête, je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas faire tout en même temps. Voilà. Donc ça, c'est uniquement les romans, en plus des BD que j'ai lus, sachant que j'ai arrêté de lire, enfin arrêté, non. Je me suis concentrée sur mon livre d'histoire, que je vous présenterai dans le book haul, sur les derniers jours, parce qu'en fait, j'ai fini le dernier, qui d'ailleurs, je l'ai oublié. Super, attendez, bougez pas, je reviens, j'en ai oublié un. Je savais que j'avais oublié un livre. Oui, elle est nouille. Oui, vous pouvez dire nouillette officiellement. J'avais oublié. En fait, le dernier que j'ai lu, c'est celui qui est là, celui d'Alexis Génie. Je l'avais mis sur le côté parce que, en fait, ma maman voulait le lire. Donc, du coup, je l'ai mis pour ma mère. Et ça m'est arrivé quand je me suis dit, non, mais attends, tu es en train de lire un livre d'histoire, mais celui que tu as fini, là, mercredi, de la semaine précédente. Du coup, depuis, tu lis les livres d'histoire. Donc, il est où ce truc, voilà. Donc, il y a un marque-page parce que ma maman, elle a presque fini aussi. Voilà, donc ça, c'est tous les livres. Je vous promets de ne pas faire trop long. Je vais essayer, sachant que le premier que je vais présenter, c'est une lecture commune que j'ai fait avec Amélie, de la chaîne Amélie, qui a déjà fait sa vidéo, qui en a parlé. Donc, je vous mettrai les liens dans la barre pour que vous puissiez aller voir sa vidéo, que je remercie officiellement d'avoir fait la lecture commune avec moi, ce qui fut très agréable de papoter tous les jours pendant une semaine avec elle par un réseau social, même quelquefois plusieurs fois par jour, parce que bon on s'est changé des trucs. Lecture commune, hein. Franchement, si ce n'avait pas été avec Amélie, que j'avais les fait tout seul, je pense que le livre m'aurait duré beaucoup plus longtemps qu'une semaine, sachant que je l'ai lu dans le bus. Hein. Donc, en gros, voilà. Bus aller-retour, et j'ai eu de la chance parce que 2 fois dans la semaine, le bus s'est retrouvé coincé dans les embouteillages et j'ai eu, au lieu d'avoir 45 minutes de lecture, j'ai eu 1h30, voire presque une fois 1h45. Donc, 2 fois 1h45, c'était pas mal pour lire. Par contre, pour le livre, quoi. Voilà. Donc, je la remercie encore beaucoup parce que sans elle, je ne serais pas allée au bout tout de suite. C'est-à-dire que je l'aurais mis sur le côté et je l'aurais lu de temps en temps comme ça pour le lire, pour le finir. Mais franchement, voilà, il ne m'a pas emballée. Donc, je parle de Le Chant des Rossignols de Christine Hanna. Donc là, c'est au livre de poche. Oui, alors, les machins qui sont là, c'est les trucs qui m'ont fait lever les yeux au ciel 50 millions de fois. Mais vraiment, lever au ciel... voilà, le genre de truc tombé sur la table. Alors, c'est l'histoire. Et alors, je ne vais pas spoiler parce que ça. Alors là, pour le coup, si on fait et le résumé derrière en dit déjà beaucoup trop. Ça, c'est le problème des quatrièmes de couverture en ce moment. Alors, c'est l'histoire basique. Je vais faire un peu comme Amélie, mais elle a raison. Et je vous invite aussi à aller voir sur mon Instagram parce que j'ai fait une vidéo dans le fil où j'en parle pendant une minute. Je vous dis mon sentiment, on va dire, à vif, puisque pratiquement, dès que j'ai fini, j'ai fait la vidéo. Donc, si vous voulez vraiment en savoir un peu plus, voilà, allez là. Sinon, vous restez là, mais vous allez voir, ça va être rapide. Donc, on est en présence de 2 sœurs, Vianne et Isabelle, qui ont quelques années de différence, qui ont perdu leur maman, dont le papa ne s'est pas trop occupé d'elle. Isabelle est placée dans une institution pour apprendre les bonnes manières. Elle a 19 ans et Vianne est mariée avec une fille, Sophie. Et c'est juste un peu avant-guerre. Voilà. Et la guerre éclate, machin. Le mari de Vianne va partir se combattre. Et donc, on va suivre ces 2 sœurs tout au long de la période de la guerre. Et au-delà, puisqu'en fait, c'est pas spoilier de dire que le livre s'ouvre avec une période, on va dire, actuelle, plus ou moins, puisque c'est 95, si je me souviens bien, pour vous dire que, voilà, 95,
en Oregon, aux États-Unis, où une vieille dame revient sur ses souvenirs de cette période-là, de sa famille, donc de Vianne et Isabelle. Voilà, donc sachant que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, sachant qu'on me l'avait recommandé fortement, et je la remercie aussi, Sabrina de la chaîne Comissable, qui me l'avait chaudement recommandé, et je la remercie malgré le fait que je sois très mitigée sur l'œuvre. Sans elle, je ne l'aurais pas lu, et donc du coup, voilà, j'aurais pas, su ce que je n'aimais ou je n'aimais pas dans ce genre de choses. Et c'est dès le début. Alors, les périodes modernes, je vais le dire tout de suite, je vire tout ce qui est dans la période moderne, tous les chapitres qui sont dans la période 95 sont des chapitres que j'ai trouvé bien foutus, fluides. Alors attention, l'auteur, ça va être terrible, l'auteur est hyper bien à suivre. C'est-à-dire qu'elle a une écriture très fluide, très facile, il n'y a pas de mots compliqués. Vous n'allez pas vous retrouver à aller chercher le dico, hein, vous inquiétez pas. Donc c'est très fluide, l'histoire se lit. Si, et je mets un warning là, si vous n'êtes pas à cheval sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, si vous êtes plus histoire avec un petit H que histoire avec un grand H, si ça ne vous gêne pas les invraisemblances, personnellement, je pense que vous allez aimer le roman. D'ailleurs, Amélie le dit sur sa chaîne. Hein, elle a passé dans l'ensemble un bon moment et à la fin, elle l'a dit, elle a pleuré comme une madeleine. J'extrapole un peu, mais elle a bien pleuré. Il y en a certains qui étaient en larmes. Voilà, pas moi. J'ai été émue, je ne vous cache pas, mais l'émotion s'est passée les 5-6 dernières pages. Donc, c'est long sur un pavé qui en fait 670 et des poussières. Voilà. Et je ne me suis pas attachée à aucune des sœurs avant la 450e page, ce qui fait très long pour un roman. Aucune des deux sœurs ne m'a intéressée dès le début. En plus, il y avait des petites invraisemblances, il y avait des anachronismes, il y avait des légèretés avec l'histoire, des raccourcis. Voilà. Je pense que l'auteur, qui est américaine, a voulu... alors elle le dit, hein, elle est honnête à la fin, ce qui est vrai, mais qui va lire la dernière page des remerciements où elle dit qu'elle a pris des libertés avec l'histoire et qu'elle assume le fait qu'elle ait pris des libertés créatrices avec l'histoire, etc. Je pense qu'elle a voulu rassembler toute la période dans un même livre pour faire une espèce de pavé historique sur deux sœurs, en faisant vivre à ces deux sœurs l'ensemble des choses qui auraient pu être vécues par une dizaine de femmes sur toute cette période-là. Voilà. Et il y a tout. Hein. Alors, je peux vous dire, c'est un fourre-tout. C'est-à-dire que tout ce qui est en résumé dans les Secondes Guerres mondiales en France, qui s'est passé, etc., du début jusqu'à la fin, vous l'avez là. Vous allez à un moment donné le retrouver. Mais il y a des passages qui sont vrais au point de vue, qui ont existé, certaines choses, etc., mais qui sont tellement invraisemblablement mis dans ce roman-là qu'à un moment donné, je levais tellement les yeux au ciel pour certaines choses que je me suis dit, enfin, c'est pas possible. Perso, hein, si elle avait coupé la moitié des événements qui se passaient pour chacune des sœurs et se concentrer sur certaines choses en fouillant et en mettant beaucoup plus de détails sur 2-3 événements qui seraient arrivés à ces sœurs-là au lieu de leur balancer des trucs par brassée de 12, je pense que ça aurait été plus vraisemblable. Après, il y a les invraisemblances sur le contexte, on va dire, historique français. Alors, pas histoire pure, mais le contexte général français, comment vivaient les Français à cette période-là, etc. Enfin, on avait l'impression que tout le monde avait l'électricité dans la maison, tout le monde avait l'eau courante, tout le monde avait tout à l'égout, tout le monde avait des voitures, tout le monde... Sachant que, visiblement, d'après ce que j'ai compris, le village de Carriveau qu'elle a inventé, hein, c'est un village un peu comme la série Un village français qui était inventé, ne doit pas être loin de la Haute-Vienne, ou peut-être dans la Haute-Vienne. Parce qu'à un moment donné, ils parlent de Rasures-sur-Glane et ils estiment que c'est pas loin. Alors c'est pareil, hein, tous les raccourcis de ce qui se passe, l'appel du général de Gaulle et machin, etc., on a l'impression que
ces deux sœurs ont tout vécu, ont tout vu avant tout le monde. Voilà. C'est ce qui m'a gênée beaucoup, parce qu'à un moment donné, il faut aussi, quand vous faites un roman historique, et je ne parle pas que de la Seconde Guerre mondiale, mais quand vous faites un roman historique, il faut quand même aussi que ça soit vraisemblable et que, on n'imagine même pas une seule personne ayant vécu toutes les événements qui se sont passés en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, je veux dire, moi, en ayant parlé avec mes grands-parents, euh, un exemple comme un autre, le discours du général de Gaulle, personnellement, dans ma famille élargie, il n'y a qu'une seule personne qui l'a entendu, uniquement parce que cette personne avait un cousin en Angleterre et que le cousin en question lui a dit qu'il y avait quelque chose, machin. Mais c'est uniquement pour ça. Et il lui a dit, je ne sais pas comment. Elle ne me posait pas la question parce que la personne était assez vieille. Elle m'a dit, oui, mais nous, on a su qu'il y avait un, un colonel français qui était parti en Angleterre, qui cherchait à fédérer. Il a lancé un message à la radio. Moi, à l'époque, j'écoutais beaucoup cette radio-là parce que ton cousin était en Angleterre et que ça me permettait d'écouter un peu, machin, etc. Mais il y est tombé dessus. Mais par hasard, il ne savait même pas qui c'était. Voilà. Là, la jeune sœur, elle sait qui c'est, elle sait qu'est-ce qu'il va faire, elle va... Voilà. Donc, c'est ce genre de choses. Après, si vous n'êtes pas à cheval avec l'histoire avec un grand H et certaines choses, je pense que c'est une histoire qui peut vous plaire. Et si vous aimez pleurer, les fresques romanesques larmoyantes, allez-y. Voilà, Le Chant du Rossignol, Christine Anna. Personnellement, je l'ai lu et je l'ai oublié. Voilà, enfin, je l'ai oublié jusqu'à ce que je vous en parle maintenant. Mais il va atterrir parmi les boîtes à livres, les livres que je mets dans les boîtes à livres parce que même pas en rêve que je le garde. Alors, je sais que j'ai été très compatissante, paraît-il, sur Livre Addict. Je lui ai mis un 13 ou un 14. On m'a dit, je pense que tu aurais pu être plus méchante que ça. J'ai pas été si méchante que ça, dans le sens où c'est un roman qui est foncièrement écrit, fluide, facile à lire, qui se déroule. On a envie de tourner les pages. Même moi qui râlais comme un putois, je tournais les pages et j'y suis arrivée à la fin. Donc, ça se lit très bien. Il n'y a aucun souci pour ça. C'est pour ça que je voulais vraiment pas l'assassiner. C'est vraiment côté historique, invraisemblance. Trop, c'est trop. Voilà. Trop de trop, ça fait trop. Voilà. Donc, vraiment, j'ai été contente de le lire, mais enfin, je le conseille si vous n'aimez pas l'histoire hein, et si vous n'en avez rien à foutre. Hein. Mais si vous aimez, n'y allez pas. Hein, parce que, enfin, voilà. Il fait partie des coups de cœur de l'année. Voilà, il atterrira dans le top 10, je vous le dis tout de suite. Alors, c'est Tout ira bien de Damian Barr. Donc, c'est Cherche Midi. Je les remercie Cherche Midi parce que c'est un service de presse qu'on m'a envoyé en juillet. Il est sorti là. Il est sorti le 23 août, je crois, ou 26 août. Enfin bref, la fille qui fait vachement, qui potasse bien, je crois que c'est 23 août. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, ils sortent là pour la rentrée littéraire. Et honnêtement, j'ai eu un coup de cœur sur ce roman-là. Je ferai un remerciement après à l'auteur derrière. Alors, c'est à deux époques. Ça se passe en 1901 et 2010. Enfin, ça y est, la fille qui se rappelle même plus. Je suis débile, moi, des fois. 2010. Donc, d'un côté, on a Sarah, qui est une jeune africaine qui vit dans une ferme avec son mari, son fils, les deux, on va dire, les deux personnels de son comme on faisait à l'époque, hein, donc voilà, qui travaille pour elle. Et en fait, c'est pendant la Seconde Guerre des Boers qui voit s'opposer les personnes qui sont arrivées là et qui sont en Afrique du Sud, parce que c'est en Afrique du Sud que ça se passe, et les Anglais qui sont débarqués entre guillemets, comme le dit un personnage, en colon, enfin en tous les cas pour mater la rébellion. Et cette période-là va être la naissance du premier camp de concentration de l'histoire. Mais c'est la vérité historique. Alors, c'est un camp de concentration, je précise, pas un camp d'extermination. Ce camp-là avait été créé à la base, monté toute pièce pour pouvoir interner les familles, rassembler les familles de ces résistants-là afin de pouvoir, en gros, les faire plier
les amener à rendre les armes pour pouvoir récupérer leur famille. Ils n'étaient pas là pour les exterminer. Mais Sarah va être jetée de son domaine, mise dans ce camp avec son fils, et va subir toutes les affres de ce camp, c'est-à-dire la malnutrition, les coups, l'humiliation, la peur, enfin tout ce qu'on peut imaginer pour des camps. Et elle va tenir un journal dans l'espoir que son mari un jour revienne et dans un espoir qu'il le lise. Et à notre époque, on va dire en 2010, on fait la connaissance de Willem, qui est un jeune homme, 16 ans, qui n'a qu'une deux choses dans la vie. Il aime être tranquille, son chien, et il aime bien Harry Potter aussi. Voilà. Mais il veut qu'on le lâche, quoi. Il veut être tranquille. Mais sa mère, Irma, et son beau-père, ils sont un peu embêtés parce que ce garçon est quand même un peu isolé, tout seul, solitaire. On ne sait pas vraiment où il a mal, où il a pas mal. Et puis bon, il a 16 ans, donc il est encore dans l'expectative de qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Sexuellement, c'est pareil. Ses parents s'inquiètent. Donc en fait, ils l'inscrivent dans un camp d'adolescents. Vous savez, les camps d'été, là. Voilà. J'emploie forcément le mot camp parce que c'est qui promet à ses parents, en fait sa mère et son beau-père, mais en fait ses parents, de le rendre. Tu verras, tu seras un fils, tu seras un homme, mon fils. Ça promet bien ça. Et on va suivre alternativement le récit de Sarah dans le camp de concentration en 1901, etc., toutes les conditions affreuses qui ont été faites. Et Willem qui va s'affronter et se confronter et affronter ce camp qui est digne d'un camp néo-nazi ou nazi carrément. Alors, l'auteur s'est basé sur un fait divers réel que je vous invite à aller consulter sur The Guardian d'un jeune garçon qui est mort dans des conditions atroces, qui a été affamé. Et quand je vous dis affamé, c'est affamé. Torturés, etc., sous prétexte d'en faire des hommes et d'en faire des êtres logiques. Voilà. C'est un roman qui prend aux tripes, vraiment qui prend aux tripes, qui est bouleversant, qui est bouleversant. Voilà. Je ne suis pas ressortie indemne de ce roman-là. J'ai remercié l'auteur sur Instagram et j'ai eu la chance et l'honneur qu'il me réponde en message privé. On a échangé sur plusieurs petits trucs. Il a répondu à une de mes questions et j'ai été très contente qu'il le fasse. Et donc, je tiens à remercier Monsieur Damien Barr de m'avoir parlé en off, on va dire, sur tout ça. Parce que vraiment, tout ira bien. C'est vraiment, je ne sais pas quoi dire, c'est intensément bouleversant. Voilà. C'est la réalité de l'histoire qui se répète. Et franchement, vous sortez pas indemne d'être à côté de Sarah et de Willem. Hein, je vous le dis tout de suite, c'est impossible. Enfin, je mets au défi des gens de pas être ému tellement c'est poignant. Après, il y a de la compassion aussi. Hein, il y a une leçon de sagesse, de compassion dans cette histoire-là. Donc franchement, voilà. Coup de cœur. Autre livre, alors j'ai un tout petit. Ça s'appelle Les Gaspilleurs de Mac Reynolds. Donc c'est toujours chez mes potes de Le Passager clandestin. Alors les Gaspilleurs, en fait, Paul est un agent d'infiltration qui va être chargé de trouver d'intégrer un petit groupuscule qui est un peu contre les études et le comportement socio-économique actuel de dépenses de gaspillage, etc., l'obsolescence des objets, enfin tout ce que vous voulez. Et en fait, j'ai trouvé que c'était assez sympa de voir ça, parce que ça fait... Alors c'est un truc qui date de 67, une nouvelle, et j'ai trouvé que c'était très à propos avec tout la société de consommation qu'on a et que beaucoup dénoncent, le fait qu'on consomme trop, on est amené à beaucoup trop consommer, on nous pousse à consommer. J'ai trouvé que c'était un très beau petit livre
à lire si vous êtes intéressé par le sujet, sachant que, bon, ben, comme je vous le dis à chaque fois, c'est toujours à la pointe de l'actualité, malgré le fait que c'est des nouvelles qui datent depuis longtemps. Donc, on va dire que le science-fiction sont des lanceurs d'alerte quelquefois. Après, j'ai trouvé aussi qu'il y avait une très belle explication de la différence entre le socialisme et le communisme, et notamment le communisme en URSS, qui n'est pas la même doctrine que le communisme de base. Oula, oui, non, mais moi, ouais, je sais. Laisse tomber. Donc, c'est Les Gaspilleurs, pardon, de Mac Reynolds. Chez Le Passager clandestin, il y en a un deuxième de Passager clandestin. Ah bah, je vais le faire tout de suite parce que après on attaque encore un coup de cœur. Enfin, il y en a encore deux. Oh là là, on va pas y arriver. Alors, ça, c'est Le Royaume de Dieu, donc de Damon Knight. Toujours, c'est Le Passager clandestin, ça date de 54. Alors, on est en présence, en fait, d'un journaliste qui enquête sur une base, qui enquête sur des faits troublants de personnes qui ont tué quelqu'un et qui sont mortes juste après. Donc, il fait sa petite enquête, etc. Il obtient l'autorisation non sans mal d'aller visiter une base secrète américaine. Et il découvre qu'il y a un extraterrestre là, qui l'a posé, voilà, et qui est là pour son but, sa mission, c'est de transmettre le goût de l'empathie à l'humanité, afin que la violence, ça s'arrête, etc. Bon, vous imaginez bien que les humains sans la violence, ça va être un peu compliqué. Pauvre E.T., il se demande ce qu'il fout là, pauvre gars. C'est pas mal. J'ai trouvé que, style, à la fin, vous pouvez vous dire, ouais, l'empathie, c'est pas pour nous les mecs. Si vous voulez venir chez nous et que vous voulez arrêter la violence, allez sur l'autre planète plus loin, allez mieux. Voilà. Par contre, et oui, il fallait bien que je dise ça. Par contre, c'est le premier petit roman de chez Le Passager clandestin dans ce 10 chronique, dans cette collection 10 chroniques, où j'ai eu vraiment du mal à rentrer. Les autres, je les ai boulottés à chaque fois, et lui, j'ai eu plus de mal. Je l'ai trouvé, alors, très intéressant sur la démarche, etc. Azraka, c'est quand vous découvrirez Azraka, enfin, l'extraterrestre. Moi, j'ai trouvé ça sympa, toutes les réflexions qu'ils font, etc. Et la réflexion finale, enfin, la fin est désespérante pour l'humanité, bien sûr. Mais j'ai eu du mal à rentrer. Alors, je ne sais pas si c'est le style de l'auteur ou l'entame de l'ouvrage, je ne sais pas. Donc, de tous ceux que j'ai lus, qui sont là, ici, de tous ceux que j'ai lus, en plus, je pense que c'est inversé, donc du coup, je vous montre ailleurs. Bref, c'est les petits machins là, qui sont juste à côté d'Hector. Vous voyez Hector, voilà. Vous voyez level 26, c'est les petits livres qui sont juste dessous, en horizontal. Donc, c'est celui qui est le plus en deçà. Voilà, c'est celui qui m'a le moins plu de tous, sachant que je l'ai bien aimé. Vous voyez l'échelle de Lisa. Autre coup de cœur. Top 10. Non, mais vous allez voir. Alors, moi, cet été, paradoxalement, là, le mois d'août, je me suis chopé des deux qui vont rentrer dans le top 10. Ça s'appelle La bibliothécaire d'Auschwitz, donc de Antonio J. Uturbe, chez Flammarion. Qu'est-ce que je vais dire dedans? Je sais pas. Alors, comment je vais pouvoir résumer ça? Alors, c'est inspiré d'une histoire vraie parce qu'à la fin, et je vous encourage à le faire, de lire l'épilogue et le texte de l'auteur. Alors, pas au début, sinon vous allez... Mais faites-le. Parce que le livre est très émouvant, mais alors, les quelques pages de l'auteur qui expliquent comment il est arrivé, comment il a préparé son livre, comment il a rencontré certaines personnes, les hasards et le destin dans la vie, j'étais en sanglots à la fin. C'est rare que ça m'arrive. Mais alors là, je peux vous assurer que oui. Donc, on est ensuite Dita, qui avait ses parents et tchèque, va être intégrée d'abord dans un ghetto, puis envoyée à Auschwitz. Et on va suivre en fait cette jeune fille dans le camp avec tout
ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire de la première impression, de la cendre qui tombe, de l'odeur, des privations, des coups, de la peur, des blessures. Mais elle a une volonté de faire, mais inébranlable. Et vous comprendrez que le personnage qu'il a créé, qui est à la base d'une histoire vraie, fait que cette femme est indestructible. Vous avez l'impression qu'elle est indestructible. Voilà, c'est impressionnant. Vraiment, avec ce qui lui a pu lui arriver après, elle est indestructible. Enfin, c'est quelqu'un... l'auteur a beaucoup de chance de la connaître. Et on va la suivre aussi parallèlement parce que dans ce camp-là, il y a un petit camp qui a été créé pour faire illusion auprès, on va dire, des instances internationales pour dire non, mais attendez, c'est pas un camp méchant, on est en colonie de vacances. Oui, bien sûr. Et donc, au sein de ce petit camp qui est familial, qui est là pour créer l'illusion que derrière, on ne met pas la chambre à gaz et on ne brûle pas des millions de personnes, il y a une petite bibliothèque, mais sans livres. Non, parce que les livres, c'est dangereux, vous le savez, il ne faut pas avoir de livres. Tout dictateur vous le dira. Les livres, c'est dangereux. Il faut les brûler parce que ça ouvre l'esprit aux gens. C'est très, très, très dangereux, les livres. C'est méchant, méchant. Non, je plaisante sur ce livre-là, mais pas du tout. Mais je veux vous expliquer le fait que il faut quand même connaître l'histoire aussi pour s'attaquer à ce genre de choses. Si vous ne savez pas que les nazis, la première chose qu'ils font, et comme toute dictature, c'est de balancer les bouquins au bûcher pour éviter que les gens lisent et que tout livre peut être interdit parce qu'on estime qu'il y a des propos et des idéaux qui sont dangereux pour le régime, ou tout du moins pour essayer de faire comprendre à quelque chose, à quelqu'un, à quelque chose, à quelqu'un. Vous allez pas, vous allez vous... Et donc ils vont cacher 8 livres. Et elle va être Dita, la gardienne des 8 livres, où elle est chargée de les planquer. Donc il y a des moments où elle les a même sur elle et où elle va croiser le docteur le plus célèbre des camps, qui est Mengele. Tout ça, c'est un travail de recherche énorme. Il y a des moments, au milieu de la noirceur et de l'horreur, il y a des moments de pure poésie. Vous n'avez pas me demander des trucs. Je ne veux pas vous le raconter, je ne veux pas vous le résumer parce que ça serait vraiment spolié, sachant qu'elle va rencontrer Freddy Hirsch, qui est un éducateur juif, tchèque comme elle, qui est en charge de cette école pour les enfants de cette illusion-là. Qui de toute façon n'avaient pas, attention, ils n'avaient pas de passe-droit, hein, ils allaient au même endroit que les autres après, mais ça créait bien l'illusion, c'est un peu un paravent, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc il y a beaucoup de choses parce que il y a tout dans ce bouquin, il y a l'amour, l'amour filial, l'amitié, la résignation, la peur, la faim, l'espoir, beaucoup d'espoir, malgré l'horreur. Il y a la réalité du camp, il y a la non-solidarité, mais la solidarité. En fait, il y a tout ce que l'humain peut être dans les conditions extrêmes dans lesquelles ces gens ont été jetés. Voilà. Après, si vous n'avez pas le cœur accroché, si cette période vous gêne ou si ça vous remue quand vous voyez des reportages que vous avez lus quelquefois des choses sur la période et sur les camps et que ça vous remue, n'y allez pas parce que vous allez vous prendre une porte, mais c'est magnifiquement écrit. C'est vraiment très très beau. Je vous invite à... alors je sais que j'ai lu, je ne sais plus où, qu'il devrait être adapté au cinéma. Si c'est adapté au cinéma, j'ose espérer que ça va tenir la route parce que c'est tellement joli. Et si vous ne connaissez pas, il faut taper Dita Kraus, Kraus, et vous allez voir. Voilà, c'est vraiment, il y a un message
c'est écrit, c'est fluide, hein, vous tournez les pages tellement facilement. Non seulement vous voulez savoir ce qui va arriver à cette petite, mais, mais, mais même malgré l'horreur, vous tournez parce que vous voulez savoir, vous voulez voir où elle va aller, parce que la plupart du temps, vous vous dites, bah, ça va aller dans le mur, donc vous vous dites, non, non, pas là, pas là. Et il y a tout au milieu. Il y a les coups de cœur d'une gamine qui est dans, cette truc, dans ces horreurs et qui note quand même qu'il y a un beau garçon là-bas en bas à droite. Parce que c'est une adolescente et qu'elle a quand même ce. Je sais pas comment vous expliquer. Elle a une force de vivre, cette gamine-là. Et cette femme, après, c'est poignant. Voilà, c'est inoubliable. Je dirais même que ça fait partie des romans comme Tout ira bien, qui vont rester d'ailleurs, vous voyez, j'ai un peu les larmes aux yeux, qui vont rester dans ma tête et qui vont rester dans ma bibliothèque et ça va partir des coups de cœur. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Donc ça s'appelle La bibliothèque d'Auschwitz chez Flammarion, donc de Antonio J. Iturbe. C'est un petit bonheur. Alors, on continue dans les. J'avais repéré ce livre, en 2010, quand il était sorti, je sais plus chez qui. Non, c'est horrible. Je vous dis, quand je vous dis que je prépare pas du tout et que j'y vais c'est Robert Laffont. Je l'avais repéré chez Robert Laffont parce que j'avais vu la couverture, ça c'est un brochet, hein, et je l'avais feuilleté dans la librairie et j'avais vu ça. Alors vous allez vous dire, ça y est, l'autre elle est encore tombée complètement en amour sur quelque chose, mais comme d'habitude. Je suis tombée sur ce portrait-là, c'est-à-dire que je l'avais, vous imaginez, en brochet en grand. C'est l'autoportrait de Louis Maufray, qui était, là il a 20 ans, qui s'est pris en photo avec son appareil photo. Et là, ça s'appelle donc Louis Maufray. J'étais médecin dans les tranchées, donc il est du 2 août 1914 au 14 juillet 19. Et il est présenté, cet ouvrage, par sa petite fille qui s'appelle Martine Veillé. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté à l'époque. Et j'y suis retombée dessus par hasard, d'occasion, c'est chez Pocket. Et je me suis dit, oh non, non, il faut que je le lise. Cette fois-ci, tu ne veux pas le laisser passer, il faut que tu le fasses. Et donc, j'ai commencé le livre et je ne l'ai pas lâché. Et il m'a fait une bonne après-midi et la moitié de la nuit. Ah oui, non, mais quand je lis, je lis. Euh, Parce que, en fait, c'est un journal de bord que Louis Maufray, donc ce jeune garçon qui était en train de tenter le concours d'internat des hôpitaux, quand la guerre a déclaré. Donc, il est envoyé comme un médecin sur le front et il va faire tout le front. Et quand je vous dis tout, c'est que il se tape toutes les batailles. Donc, il va faire l'Argonne, le chemin des Dames, Verdun, la Somme, enfin bref, sa compagnie va y aller, mais alors aux têtes de pont, dans les zones les plus dangereuses, et il n'oublie rien, c'est-à-dire ni les tripes par terre, ni la puanteur, ni la faim, ni les. Bref, toutes les horreurs de la guerre vues du côté d'un médecin qui était sous les bombes son petit abri pour essayer de sauver ceux qui étaient en train de se faire mettre en charpie. C'est vraiment une somme magnifique de travail que sa petite fille a fait et son grand-père doit être très fier d'elle parce qu'en fait elle a retrouvé des bandes que son grand-père, qui a survécu, avait enregistrées sur la fin de sa vie, alors que c'était un vieux monsieur. Et en fait, elle a retranscrit tout ce que son grand-père a fait par rapport aux notes qu'il avait dans des cahiers de Moleskine qu'il a trimballé toute la guerre, dans toutes les tranchées. Et elle a fait un formidable travail parce qu'elle s'est, non seulement elle a retranscrit, mais elle est allée rechercher dans les unités, dans les journaux de bord des unités, dans le journal des unités, de l'unité de son grand-père, etc., où c'est qu'il était passé, est-ce que les noms qu'il citait dans ce journal, quand il disait un tel est morte, un tel n'a jamais été retrouvé, est-ce que c'est vrai? Donc elle a fait un travail historique fabuleux. Et elle a eu, en plus, la chance exceptionnelle que son grand-père soit un photographe. Enfin, qu'il ait un appareil photo sur le front, chose qui était interdite, je rappelle, puisqu'il ne fallait pas qu'il y ait de photos qui soient mis pour, on va dire, pour détruire le moral des hommes au front. Hein. Et il prenait des photos. Alors ça va de son camarade
là, à la tambouille, on va dire là, c'est la cuisine roulante, la popote. Et aussi à l'horreur. Alors, je ne vous montre pas les photos des horreurs, mais il y a une photo où, par exemple, il a un de ses ambulanciers qui a été soufflé par un obus et on voit clairement sur la photo. Alors, moi, c'est ma livre de poche, donc c'est un plus petit, mais je pense qu'en broché, je me souviens que les photos étaient quand même beaucoup plus grandes, beaucoup plus claires, beaucoup plus belles, donc on voyait beaucoup mieux les détails. Il va jusqu'à photographier cet ambulancier, ce convoyeur qui a été raflé par une bombe, par un obus, et dont les membres ont été arrachés. Il est déculotté, on voit très très bien. Et donc, je trouve que à la fois le travail de Louis Maufray de nous faire partager la souffrance, la sienne et celle de ses camarades, et que les photos ont encore plus de poids avec le texte à côté. Donc, si vous êtes intéressé par la période, si je sais que vous avez lu des milliers de livres sur les retours des poilus, là, c'est un retour de médecin. Sachant qu'il s'est chopé la grippe espagnole derrière, pauvre garçon, donc il a tout pris. Hein. Voilà. Et il y en a un deuxième qui s'appelle « Ils étaient camarades de tranchée » parce que suite à ce livre-là, les descendants des personnes que Louis Maufray citait dans son carnet ont contacté sa petite fille, donc Martine Veillet, qui pour la remercier déjà, et puis ils tous lui ont ouvert les archives familiales. Et elle a fait un condensé de toutes les vies de ces gens-là qui avaient laissé des témoignages. Je l'ai acheté. Il fait partie du book haul que vous verrez pour le mois de septembre parce que j'ai pas pu résister, il fallait que je le lise. Voilà. Parce que c'est des témoignages qui me touchent. Je tombe juste dessus. Je sais pas s'il faut que je vous le montre en fait. Ce pauvre brancardier déchiqueté par un obus. Si vous l'achetez, c'est en page 292. Mais je ne vous le montre pas à l'écran parce que ça m'a, même moi, qui suis pourtant habituée à ce genre de truc, ça m'a un peu... ça m'a ému. Donc vraiment très très beau témoignage de Louis Maufray, et le prochain arrivera le mois prochain, vous le verrez en point lecture, sachant que ça peut très bien rentrer dans le point histoire. Donc, je vous le remontrerai peut-être en point histoire, mais je ne suis pas sûre. Ça pourrait rentrer en point histoire. D'ailleurs, j'y ai hésité. Voilà. Mais comme j'ai fait le point histoire il y a quelques jours, j'ai hésité quand j'ai fait le point histoire. Mais bon, je me suis dit que... Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi il est foutu là. Mais enfin, c'est... Et dernier livre. C'est le dernier que j'ai lu en août. Ça s'appelle La conquête des îles de la terre ferme de Alexis Génie. Je rappelle que Alexis Génie a gagné un prix Goncourt, même si c'est pas, on va dire, primordial. Donc on suit Juan de Luna, qui est un Espagnol qui est un peu rebelle, c'est un gamin, enfin un jeune homme, un peu rebelle. Son père en a ras-le-bol, donc il le fout dans le couvent, enfin en tous les cas dans le monastère où est son frère à lui, enfin son oncle. Et donc, Juan va devenir un moine, enfin un moignon, quoi, au début. Bon, le moignon, on va dire qu'il va devenir assez défroqué, le moine, tout de suite. Hein. Ça, les filles, ça lui plaît bien. Mais il va tomber sur un os, c'est-à-dire le mari d'une des femmes avec qui il s'envoie en l'air, qui lui donne pas beaucoup de choix des masques. Style, tu t'embarques sur le bateau qui part pour les Indes, là, parce qu'on va pas y passer la nuit. Donc, de ce postulat de départ, on retrouve Juan aux Indes, enfin aux Amériques, enfin, aux Indes. Sur un bateau. Donc, la traversée est houleuse, difficile. Et ils atteignent ce qui tout le monde à l'époque pensait que c'était les Indes. Donc, après Colomb, avec Hernán Cortés. Et ils retrouvent tout ce joli monde entre Cuba et, on va pas dire Manille, parce qu'il y en a certains qui sont en train de chanter la chanson de Gilbert Montagnier. Mais pourtant, c'est sérieux ce livre. Non, mais c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai sorti ça tout à l'heure. Je me suis dit, ah, tiens, ça va vers Cuba. Et ah, merde. Et les terres fermes. Donc, que un des navigateurs essaye de faire le tour, il n'y arrive pas. Tu m'étonnes, c'est les Amériques. Mais t'es pas au courant, les bêtes. Et donc, on va suivre les aventures de Juan, là-bas, entouré de tous les gens qui sont venus. Ça va du salaud à celui qui veut faire fortune. Du noceur à celui qui est un moine mais pas défroqué. Il y a le fameux Cortés, il y a les femmes, il y a les Indiens, il y a ceux qui ont soumis, qui sont même brutaux, la brutalité des conquistadors, on va dire. Tout ça pour de l'or.
qui était à foison, et la culture indienne qui est de l'autre côté, les gens, les natifs, qui étaient là avant tout le monde, ceux qui sont assez sympas et qui ont plié, qui commercent, qui sont pas très vindicatifs, et il y a ceux qui sont un peu plus vindicatifs et qui se feraient bien du conquistador. Voilà. C'est un livre qui n'est pas à la portée de tout le monde parce que, alors pas du point de vue de l'histoire, hein, mais le style de l'auteur est une absolue merveille. Et en refermant le livre, je me suis dit, tu n'écris plus, tu arrêtes d'écrire. C'est pas possible. Parce que c'est une poésie. Alors déjà, premièrement, le texte est magnifiquement bien rédigé. Le, le, le vocabulaire est très soutenu. Ceux qui ont que des bases, hein, en vocabulaire, vous allez avoir besoin du Larousse. Non, pas, enfin, personnellement, je ne suis pas allée chercher dans le Larousse, mais aucun des mots d'ailleurs. Mais c'est ardu comme lecture parce que si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de lecture très soutenue, de ce genre d'écriture, de littérature très soutenue, voilà, ça peut être un peu difficile à lire. Mais c'est d'une telle poésie. Alors, il y a des allers-retours, des retours en arrière, etc., qui peuvent être déroutants quelquefois, mais franchement, le style de l'auteur est tellement beau, c'est tellement bien écrit. Il y a des passages tellement, oui, poétiques, et puis c'est langoureux, mais langoureux moite, comme le sont aussi le climat des Antilles. Et il y a cette question qui se pose aussi de et si les conquistadors s'étaient pris la pilée. Je sais que ça a été traité dans le livre, partiellement dans le livre de Laurent Binet l'année dernière, qui imaginait le contraire, c'est-à-dire que Colomb avait été fait prisonnier et que c'était les Indiens qui venaient chez nous et qui allaient nous mettre la pâtée en Europe, et donc qui prenaient notre Europe comme nous, on a pris les Indes, enfin les Indes, les Amériques. Il y a toute cette partie-là, historique, etc., qui est vraiment fascinante. J'ai trouvé ça... J'ai trouvé ça magnifiquement beau parce que vous avez tout ce qui fait l'être humain, même à cette période-là, c'est-à-dire l'ange et le démon, l'avidité du pouvoir, de l'argent, la concupiscence, la luxure. Enfin, vous avez tous les péchés capitaux dans le bouquin, de toute façon, c'est plaisir. Il y a des scènes qui sont un peu crues, mais bah, c'était pas des enfants de cœur, les bêtes, hein, donc on le sait, et ils se sont servis violemment. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ma lecture. Franchement, ce nouveau monde, c'est aussi palpitant que langoureusement fiévreux et moite. Vous voyez le résumé du... Voilà. Donc, c'est pas un coup de cœur. Il sera pas dans les 10, mais si je dois sortir un plus, deux plus, vous savez, comme quelquefois je fais en disant c'est pas vraiment des coups de cœur, mais j'ai beaucoup aimé, il en fera partie. Donc, c'est Alexis Génie. Donc, c'est chez Folio, La conquête des îles de la terre ferme. Je sais pourquoi, ça fait des mois et des mois et des mois et des mois et des mois que je voulais le lire. Parce que quand j'avais dû le feuilleter à la librairie, j'avais dû tomber amoureuse du texte. Et je suis très contente de l'avoir trouvé en poche et de l'avoir lu parce que franchement, ça fait partie des bouquins que je ne regrette absolument pas d'avoir lu, contrairement au premier que je vous ai présenté. Voilà, voilà. Donc tout ça, c'est les bouquins que j'ai lus, enfin les romans que j'ai lus. Hop, il y a mes petits copains là du Passager clandestin qui se cassent la figure. Tout ça, c'est les romans que j'ai lus au mois d'août, sans compter les BD, évidemment, que je vous ai présentés en point à lecture BD. Sachant que dans ce petit volume-là, il y a 2 coups de cœur, donc tout ira bien. Et la bibliothécaire d'Auschwitz et la petite demi-pépite, on va dire, enfin le coup de cœur historique qui est Louis Maufray, et le cœur avec des cœurs pour Alexis Génie pour La conquête. Voilà. Le reste est très bien, sauf ça. Voilà, donc voilà, c'est ce que j'ai lu. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous connaissez. Dites-moi si dans la barre d'infos, s'il y en a que vous avez lu, qui vous intéresse. Vous avez le droit de m'insulter pour le chant du rossignol parce que je sens que je vais m'en prendre une. Mais j'assume, et je le dis ici, je le redis,
Donc, si vous allez jusqu'à la fin de la vidéo, j'assume mes lectures. Je ne suis jamais complaisante avec qui que ce soit. Si j'aime pas, j'aime pas. Si j'avais pas aimé les services de presse, ça m'est arrivé. Je ne les présente pas parce que voilà, c'est comme ça. Donc, ce que j'aime, j'aime pas, mais c'est mes goûts personnels. C'est-à-dire, c'est mon avis à moi. C'est ma sensibilité, c'est mon esprit. Peut-être que si j'avais été moins, je perds ma barrette, désolée, si j'avais été un peu moins peut-être, pas calée, mais en tous les cas avertie sur la Seconde Guerre mondiale, j'aurais laissé passer sur ce livre-là. Peut-être que si j'avais lu certains à une autre époque, j'aurais été moins enthousiaste. Ça dépend du moment où vous lisez les livres, de la sensibilité que vous avez, de votre recul sur la vie. Je le dis quand même aussi, peut-être qu'à l'écran, ça ne se voit pas trop, mais pourtant, je pense que si ça se voit, j'ai eu 50 ans il y a quelques jours. Donc, vous imaginez bien le nombre de livres que j'ai pu lire. Si vous allez sur Livre Addict, je ne sais pas combien j'ai de livres sur Livre Addict, mais il doit en manquer 300 à 400, voire plus. Voilà. Donc j'ai un gros passif de lectrice et donc les livres que j'ai pu lire quand j'avais 15 ans, si je les relisais maintenant, je me dirais c'est quoi ça? Voilà, peut-être pas. Il y en a certains qui sont toujours dans mon petit cœur. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé. Puis si vous n'avez pas aimé ce que j'ai dit sur un livre, vous avez le droit de me le dire dans les commentaires, de me dire ouais mais tu comprends rien, pourquoi t'as pas aimé ça, et vous avez le droit de me conseiller des bouquins pour essayer de m'éduquer sur des choses que j'aime pas. Parce que je suis preneuse. Le pire, c'est que je suis maso. C'est-à-dire que si vous me dites ouais mais t'as pas aimé ça, mais tu devrais lire celui-là parce que peut-être que tu aimeras plus celui-là que celui-là, je suis capable de les lire. Le pire, c'est ça. Voilà. Le pire, c'est que si vous me foutez au défi, je le fais. J'ai pas de honte à lire, il n'y a pas de honte à découvrir des bouquins, il n'y a pas de honte à pas aimer ou à aimer. Il y a des gens qui m'ont dit il n'y a pas longtemps qu'ils ont détesté Le Petit Prince. Je me suis pas mis à hurler comme un putois, alors que j'adore ce truc-là. Je dis ah bah oui, bah d'accord, et pourquoi tu l'as pas aimé? Voilà, le principe de la discussion, c'est ça. C'est pourquoi tu l'as pas aimé? Ah ouais, ah bah j'entends, alors ouais, peut-être. Mais moi j'ai aimé, mais voilà, j'ai aimé pour ça. Mais il faut avoir des arguments pour dire que vous aimez ou que vous aimez pas. Si c'est juste parce que oh non mais moi j'aime bien l'auteur, non mais pourquoi tu n'aimes pas le livre quoi? Voilà. Ceci étant dit, parce que je me suis fait allumer pour Instagram et sur le podcast aussi, et ici. Voilà, pas allumé ici trop, mais sur le podcast, sur un point lecture, je me suis fait méchamment allumer par quelqu'un, enfin par deux personnes par mail qui m'ont très gentiment fait des pavés. Mais j'ai répondu au pavé, puis on m'a dit ah bon oui, vous avez raison. Bah ouais, j'ai un peu pas forcément raison, mais j'ai raison pour ma partie à moi, en tous les cas pour ce que je ressens en moi, vous pouvez pas être à ma place. Ceci étant dit, je vous souhaite une bonne journée. Oui, parce que c'est un peu le matin quand je mets la vidéo. Le prochain, qu'est-ce que c'est le prochain? Je sais pas. Ah non, le prochain, c'est la rentrée de Lisa. Oui, oh punaise. Moi, je suis toujours en train de faire des trucs qu'il ne faut pas. Je fais la rentrée de Lisa, c'est-à-dire que je vous explique à peu près très rapidement ce qui va se passer sur les réseaux sociaux et sur, par exemple, YouTube, Instagram, les podcasts, les livres à venir, pour que vous soyez à peu près au courant de ce que je fais comme activité, sachant qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que je suis auteur à côté et qui le découvrent quand ils commencent à regarder mes vidéos, qui regardent mon profil, etc., qui me disent ah mais tu es auteur aussi, on ne savait pas. Bah non, parce qu'il n'y a pas écrit, enfin je ne mets pas écrit auteur toutes les 5 minutes. Donc il y aura la rentrée, il y aura des vidéos pour présenter Meg, qui est un auteur indépendant aussi, qui a lancé sa chaîne qui s'appelle Les Indés et ce livre, où je figure un peu. Je me suis un peu incrustée. Et il y a sa chronique sur les épureurs, qui est un livre de science-fiction qui devrait vous plaire un peu, vraiment très intelligent. Et après, il y aura un tag. Il y a le book haul, mais il y aura un tag, je ne sais pas lequel. Je sais plus. Enfin, vous verrez. Enfin bref, il y a encore pas mal de vidéos de Lisa. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine fois. La prochaine fois, c'est Meg.